C'est une voix très accrochante de la radiophonie, un très célèbre animateur radio dont la voix a servi et continue d'ailleurs de servir le monde de la radiophonie avec la toute première radio privée de Guinée et le monde de la téléphonie avec l'une des plus grandes sociétés de téléphonie mobile en Guinée. Son nom c'est Séné Diallo, il est là dans votre émission La Grande Interview. Bonsoir et bienvenue. GuinéeHitsMusic.com. Bienvenue sur ce plateau et dans cette émission La Grande Interview, mon gars. Merci pour l'invitation. Voilà, alors j'ai pensé à vous dans cette émission parce que vous faites partie de cette très longue liste d'animateurs radio de toutes radios privées de Guinée. Alors, racontez-nous un peu comment le coup d'envoi chez vous a commencé avec le micro. Avec le micro, bon, écoute, c'est tout un livre, mais je vais essayer de résumer. Ça a commencé à Fria, ma ville. C'est chez moi, et sur les terrains de match de football où j'enroulais des bouts de carton, donc des bouts d'emballage en carton, et que je tenais comme un micro. C'est le style d'emballage que les vendeurs d'arachides tiennent là. Donc l'amour du micro est parti de là. Pendant ce temps, quand le match se passait, alors que le speaker avait le vrai micro et sa voix passait sur la vraie sono, moi, dans ma tête, je me disais que ce n'est pas lui qui fait le match, c'est moi. Donc, sa voix dominait, il était plus professionnel. Moi, j'étais entre les gens avec mon carton. Ça, Fria est témoin. Je ne suis pas en train de raconter du n'importe quoi. Et le speaker à l'époque, c'est tonton Roger Vadim Camara, qui est devenu correspondant pendant longtemps de la ville de Fria au niveau de la radio nationale. Donc ensuite, je me suis retrouvé dans les soirées qu'on appelait à l'époque les chocs. Quand un ami, un pote, un camarade de promotion a une soirée à faire, si je ne présente pas, c'est que la soirée n'a pas été. Mais au contraire du terrain de football, là, c'est le vrai micro. Donc, soit c'est ça, ou c'est la voix simple entre, tu vois, tu es entouré par des invités qui sont des camarades à toi, dans une belle cité comme Fria où tout le monde se connaît. Donc, c'est de là-bas que je me suis retrouvé un jour, pendant un mois de Ramadan. Il y avait une boîte de nuit à Fria qui est très, très célèbre. Et comme je ne suis pas permis à faire de la publicité, je ne vais pas déconner. Donc cette boîte de nuit a connu un mouvement. Les DJ qui étaient là-bas, tous ont refusé de travailler. Et après, je vois le gérant de la boîte débarquer chez moi. Et elle rencontre ma mère adoptive, Kade Camara, qui m'appelle, et je sors. Le gérant, M. Gay, me dit, bon, il faut qu'on aille en boîte pour que tu animes. Parce que dans cette boîte, je faisais venir des artistes que je venais chercher à Conakry. Et à chaque fois que je le faisais, c'est moi-même qui portais le fardeau de maître de cérémonie. Donc, il y a eu toute une série de successions, d'affections, d'affichage de l'amour que j'ai pour le micro. Et donc, je me suis retrouvé animateur dans cette boîte de nuit où j'ai travaillé pendant longtemps. Ensuite, on a fait de moi un gérant de cette boîte de nuit. Et après, j'ai été obligé de recevoir beaucoup d'autres jeunes de la cité qui ont fait de moi quelqu'un qui devrait leur apprendre. Donc, c'est parti comme ça. Et après, je me suis retrouvé en face du groupe de rap qui s'appelle Kill Point, qui n'a jamais réussi à l'époque un concert à Fria. Et moi, je les ai fait venir. J'ai fait un concert exceptionnel. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était, moi, je te parle des années 90, là. On est dans les années 92-13, tu vois. Donc, le groupe finit et mon nom arrive à Conakry. À l'époque, il y avait des groupes comme Kill Point, Gandalf Folly, Raisonnable Jelly, Fac Alliance et Luluta et son grand frère Légitime Défense, qui est devenu à la longue Legdef.
Donc après, il y a Gandalf Fori qui me contacte à travers leur manager à l'époque, Man Diawara, un jeune très élancé, noir, beau, et avec à l'époque des tresses. Voilà, et puis il me dit, on n'a jamais été à Fria, il faut qu'on aille à Fria avec toi, et parce qu'on a entendu parler de toi à Kill Point Production. On noue le truc, et puis après je les envoie. Gandalf Foli, réussite totale. Ça vient à Conakry, Kill Point dit il faut qu'on revienne. Parce qu'il y avait l'émulation. Il fallait que chacun reste avec le meilleur record. Kill Point revient, wonderful. Donc, mon nom est arrivé à Conakry. Man Diawara m'a convaincu. Il me dit il faut que tu viennes à Conakry, ta place n'est pas à Fria. Pourtant, j'avais la phobie de Conakry. Quand je venais chercher les artistes, si je finis, même si c'est à 2 heures du matin, il y avait, c'est vrai, l'insécurité. Mais moi, je risquais, j'allais toujours à Madina, sous l'actuel pont où il y a la gare routière. À l'époque, il n'y avait pas le pont là-bas. Et je prends un taxi en déplacement seul et tout seul avec le chauffeur dans le taxi, direction Fria. Même si je rentre à 5 heures, ce n'est pas un problème. Parce que Fria, quand je rentre, c'est chez moi, je suis tranquille. Je me rappelle une fois, j'étais obligé de passer la nuit à Conakry, mais je n'ai pas dormi. Je ne supportais pas les moustiques et tout et tout. Dieu merci, aujourd'hui, c'est devenu une ville que j'adore. Et une ville qui m'a vu vraiment grandir. Et donc, de là aussi, quand je suis venu, je me suis retrouvé à la foire. De la foire, je me suis retrouvé dans une boîte de nuit qui appartient à un mania aujourd'hui, qui se battait pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, alhamdoulilah. Et après, de la boîte de nuit, je me suis retrouvé sur les podiums entre le Palais du Peuple, le rond-point Bessia, à l'intérieur du pays, avec le festival Rap aussi. Parce qu'on rappelle aussi que vous êtes comment on va dire ça, animateur scénique, présentateur scénique. Tout à fait, tout à fait. Donc, rap aussi à l'intérieur du pays, et par-ci, par-là. Ensuite, je me suis retrouvé sur une radio de la place. Et après cette radio, je me suis retrouvé dans une société de téléphonie. Justement, parlant de cette radio, je vais vous interrompre, parlant de cette radio, comment le lien s'est fait? Comment vous êtes arrivé à cette radio? Bon, c'est la radio Nostalgie, là, c'est pas une publicité. On est dans les années 2006, entre la fin de l'année 2005, début d'année 2006. Ah, l'avènement des médias présents. Exactement, dans la première moitié de l'année 2006. Moi, je viens d'une tournée avec une société de téléphonie qui m'avait pris pour aller présenter les lancements de ces antennes à l'intérieur du pays. Et ensuite, comme tu sais, free, simple, j'ai noué de bonnes relations avec le personnel qui était dans le convoi et dans la délégation de lancement et tout et tout. Et je me rappelle, il y avait une dame qui s'appelait Fatih et Pauline. Pauline Sarah, je crois, quelque chose. Donc, alors, un matin, on revient. Moi, j'étais couché à Conakry, dans une piole qui appartenait à un ami, parce que j'avoue que ce n'était pas la mienne. Mes débuts à Conakry étaient très difficiles, mais j'ai résisté. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, mon téléphone que j'avais par le biais du propriétaire de la boîte où j'animais, parce que je rappelle que mon premier téléphone portable que j'ai eu, c'est lui qui me l'a donné. Et si vous permettez, je vais parler de KPC. Et donc, alors, le téléphone sonne, je le décroche. Au bout du fil, c'est Pauline, une voix féminine, qui me dit « Ah, Séné, ça va ?» Je dis « Ça va. » Tu dors ?» Je dis « Ouais, je dors. » Il dit « Écoute, j'ai vu une annonce dans un journal de la place. Il faut aller, ça peut t'intéresser parce qu'ils sont en train de recruter des animateurs pour une radio. » J'achète le journal puisqu'elle m'avait dit le nom. Je l'achète, je me réserve de dire le nom des choses parce que j'ai fait le marketing, je ne veux pas... Voilà. Alors, je lis, je vois que j'étais dans les conditions requises pour répondre aux attentes des postulants. De la radio, côté postulant. Je remplis toutes les conditions et un soir de Ramadan, pour te dire que Ramadan et moi, c'est toute une histoire, un soir de Ramadan aussi, comme pour la boîte de nuit, la radio m'appelle. Au bout du fil, j'entends une voix qui n'est pas vraiment guinéenne, quoi. C'était le directeur de la radio Nostalgie, Souel Aja.
Allô, bonjour, monsieur Diallo, tant, on me discute. Et puis après, séance tenante, il me donne rendez-vous dans un réceptacle de la place qui est en ville, où toutes les grandes personnes, après le travail, partaient pour un after-work qui était très célèbre, qui n'était pas loin de l'église qui est dans la ruelle de l'hôtel, l'hôtel qui est un peu en avant du rond-point où il y a la bichette là. Tu vois, j'ai pas envie de dire le coin. Bon, il y avait dans la même ruelle, la première agence de photographie très célèbre de Conakry aussi était sur cette ruelle. Donc, alors, je viens, je trouve un monsieur un blanc, et Jean-Baptiste Williams. Jean-Baptiste Williams, directeur national de la culture, à l'époque animateur radio, que je connaissais. Mais le blanc, je ne le connais pas. Je m'assois à côté d'eux et puis on commence à parler. On se présente et tout et tout. Jean-Baptiste me félicite. Et puis le blanc me fait savoir de tous les documents que j'ai reçus, c'est le seul qui a été, en tout cas, qui a attiré mon oreille. C'est lui seul que j'ai retenu. Tant mieux. Alléluia. Et donc après, voilà, on commence à discuter et puis après, c'était qu'on a fixé un programme pour la première rencontre et commencer le travail. Les débuts à la radio Nostalgie, c'était une radio où il fallait être actif. C'est-à-dire que mes premières émissions que je faisais le matin, les émissions passaient alors que moi, j'étais en train de dormir. C'est-à-dire qu'on fait un enregistrement. Et puisque je sais que l'émission commence à 6 heures pile, après le journal, donc le journal, on connaissait toujours le timing, maximum c'était 6 minutes. Donc voilà, je disais toujours, on est là à 17h, 18h, j'enregistre l'émission du lendemain, mais j'adapte la voix à une voix de matin. Tu comprends? 1 heure après, la gamme monte. On est dans les bandes de 8 heures. 3 heures après, c'est la fin de l'émission. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'enregistre. J'étais là, assis face au directeur de la radio, sur El Hajar, comme on est assis là. C'est lui qui avait les écouteurs et l'appareil qui prenait la voix. Donc, j'enregistrais que les liners, que les annonces. Bonjour, mesdames et messieurs, vous écoutez les matinales, il est 6 heures passées de 8 minutes en temps universel. Merci de rester fidèles. Nous commençons cette émission avec le titre de Bembe Adjaz, qui sera suivi derrière par... Donc, j'annonce le liner, il récupère. Deuxième liner, il récupère. Bon, je faisais 9 liners par émission. Plus la publicité, l'horoscope, les éphémérides et tout ce qui s'ensuit, ça t'amène jusqu'à 3 heures. Parce que je commençais à 6 heures, 6, 7, 8 minutes et je finissais à 9 heures pile. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Hein. Donc voilà. C'est Discorama. Voilà, après les matinales, il y a eu Discorama, les vendredis, samedis. Voilà, et puis après on me dit, il nous faut une émission les week-ends. Et je dis, bon, écoutez, on va transformer la radio en boîte de nuit. Et en boîte de nuit, je dis oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, on anime comme si on était dans une boîte de nuit. Et quel est le nom que tu donnes? Je dis, on est en discothèque et on fait le panorama de toutes les musiques. Donc on va prendre discothèque comme disco et Rama comme panorama. Donc le panorama dans une discothèque à travers toute la musique que vous allez entendre. Donc j'ai fait Discorama. Il a aimé, on a validé et c'est parti comme ça. C'est un honneur que vous me témoignez cela ici parce que j'ai longtemps été un fidèle auditeur de cette... Oui, il y a beaucoup. Discorama. Et le retour, on l'a tous vu, c'est les artistes qui vous louent, qui louent vos noms dans les chansons. Tout à fait. Et sans que je leur demande. Voilà, ça on le sait avec le groupe, le très célèbre groupe traditionnel, les Espoirs de Coronti avec Tata Titi. Parce qu'on va suivre ce clip-là et on revient sur ce plateau. Voilà, c'était Tata Titi. On entend Sénégal, ouais, tu sais, exactement. Espoir de... J'étais là en train de suivre la télé. Et puis, il y a un ami qui m'appelle, qui me dit, ah,
les espoirs de Koronti, tu les as donnés combien pour qu'ils te chantent? Je dis, espoirs de Koronti. Ils disent oui. Il dit, moi, je n'ai jamais donné de l'argent à un artiste pour qu'il me chante. Après, on se moque. Je dis, pour ton information, ils ne sont pas les premiers. Je dis, il y a Sayon Kamara, il y a le groupe de rap Gandal Folie, avec la voix de Keisanke. Je l'ai cité beaucoup d'artistes, Jessouma Madiabate et tout et tout. Et puis après, j'ai dit, ah bon, ils m'ont chanté. J'ai dit, quel album? Il dit, leur dernier album. Donc, je cherche. Puis je tombe sur Katiti. J'écoute. Très belle chanson, rythmée, ambiancée. J'écoute. Et puis je dis, waouh. Parce que les espoirs de Koronti, c'est une histoire. On a fait une tournée où on a galéré, ok. Une tournée que Contact Evolution avait décroché avec Population Service International, à l'époque PSI. Et donc, voilà, c'est de là, quand les moments sont difficiles, ils chantent, tu vois Machete prendre la guitare, notre bus tombait en panne, en pleine route. Et il y avait eux, il y avait Ideal Black Girls, il y avait toute la panoplie de la logistique, des sonorisateurs et tout et tout. Donc quand ils chantent, moi je viens, j'adore la musique. J'improvise, je chante. Et puis après, je me rappelle, je faisais Abendung, Adengayemang Abendung. Il y a même ça, ils l'ont utilisé dans une de leurs chansons. Alors c'est parti de moi. Et puis après, quand j'ai découvert qu'ils m'ont chanté, j'ai appelé Mangué, j'ai dit, merci beaucoup. Il dit, il dit, parce que il n'a pas tourné, il dit, on l'a dit. Donc c'était vraiment plaisant d'avoir un titre comme ça à son compte. Ouais. Voilà, vous êtes toujours dans votre émission La Grande Interview, en compagnie de notre invité, Séné Diallo, une très grande voix, une voix très accrochante d'ailleurs de la radiophonie. Nous poursuivons cette interview, monsieur Séné Diallo. Aujourd'hui, on sait que vous êtes un véritable connaisseur de la chose culturelle en Guinée. Nombreux sont les artistes aussi qui ne vivent pas de leur art. Chaque fois qu'il y a des problèmes liés à leur état de santé, les ECS se multiplient. Il y a une raison à cela pour vous. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui fait que nos artistes aujourd'hui ne vivent pas de leur art? Parce qu'ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi. Ça, c'est mon analyse personnelle. Un seul artiste. Je prends un exemple, Soul Banks. Derrière lui, c'est tout un emploi qui devait se créer. À plus forte raison, un groupe. Soul Banks a droit à un manager. Il a droit à un communicant. Il a droit à un designer. Il a droit à un styliste. Il a droit à quelqu'un, j'ai pas envie de dire porteur de bagages, mais un bagagiste. Est-ce que tu comprends? Et si on va profondément, il a droit à un auteur, celui qui, lui, il est né pour chanter. C'est-à-dire que tout ce que 5-6 personnes devraient faire, ou 7 personnes, la majeure partie des artistes guinéens le font. Ils n'iront pas de l'avant. Ils ne pourront pas s'organiser. Ceux qui ont compris cela évoluent. Soul Banks, Banlieusard, Deggy Firstry et tant d'autres. Ça dit que la méchanceté, l'égocentrisme n'évolue pas et ne fait pas évoluer. C'est différent de la concurrence. Quand tu es concurrent avec quelqu'un, il y a certaines choses que tu ne peux pas, face auxquelles tu ne peux pas prêter flanc. Mais il faudrait que les artistes acceptent de se faire la violence, de se structurer. Quand tu es structuré, tu ne vas pas caler tes interviews. Tu ne vas pas rencontrer la presse pour dire j'ai envie de sortir un album, je veux faire une conférence de presse. Il y a une personne chargée pour ça. Tu ne vas pas voir le tailleur pour lui dire c'est comme ça que je veux que tu m'habilles. Tu expliques à la personne qui est là auprès de toi ou dans ta structure et dédiée à cet effet, qui va voir le styliste pour lui dire voilà comment il souhaiterait que sa tenue soit. Du coup, tu te reposes. Tu reposes ta voix, tu reposes ton esprit et tu gagnes en temps et en inspiration. Mais si tu dis que tu vas tout faire, l'argent va se gaspiller, ton énergie, tu le gaspilles,
tu n'as plus le temps de concevoir les vraies chansons et tu constitues un traître pour la musique guinéenne. Écoute la musique guinéenne ancienne et la musique guinéenne actuelle. Anciennement, tout était structuré, même si c'était avec la révolution, mais il y avait quand même une structure. Moi, je conçois que les artistes guinéens, je ne sais pas si c'est par refus de comprendre ou c'est par trahison, mais ils ne sont pas sur le chemin que les devanciers ont tracé en matière de musique et c'est ce qui les fatigue. Donc, ce qui veut dire qu'un artiste, en quelque sorte, c'est une entreprise. Bien sûr. Une entreprise qui doit embaucher des gens. Bien sûr. Ce manque-là fait qu'aujourd'hui, les artistes... Ce manque-là fait qu'aujourd'hui, quand ils tombent, ils ne peuvent pas vivre. Quand ils tombent malades, ils sont appelés Joe. Une entreprise, c'est un comptable. N'est-ce pas? C'est un RH. C'est un plan de carrière ou un plan de développement de carrière. C'est un compte bancaire. C'est une économie. C'est une vision sur le marché de la concurrence. Un artiste est une entreprise. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a cet environnement-là qui s'y est pour ces artistes? S'il n'y est pas, ils peuvent le créer. Les chansons que les artistes chantent là n'existaient pas dans le répertoire guinéen. Ils l'ont voulu, ils l'ont fait. De la même façon qu'ils composent leurs chansons. S'ils veulent s'organiser, s'ils pensent que l'environnement n'existe pas, ils peuvent le créer. Tout récemment, je prends un exemple, la pression des artistes a fait que l'État guinéen a sorti l'argent, des milliards, pour les rembourser par rapport à la perte qu'ils ont subie ou aux pertes qu'ils ont subies face à l'invasion du virus corona dans le milieu du showbiz. Ça c'est une réalité. Lorsqu'il y a union, encore une fois, organisation, lorsqu'ils se sont organisés, ils ont tapé sur la table, ils ont demandé, l'État a entendu, ils ont insisté, l'État a sorti les sous. Ils vont s'organiser, ils vont taper sur la table, ils vont embaucher les gens et dédier une tâche à chacun. Il n'y a pas de raison. Tous les autres pays du monde le font. Les artistes des autres pays le font. Il n'y a pas de raison que, Joe, on s'assoit, quand tu vas interviewer Salif Keita, quand tu vas interviewer Youssou N'Dour, les plus grosses figures de la musique africaine, quand tu parles avec eux, ces gens te disent ouvertement et de façon honnête, nous, on a été bercés par la musique guinéenne. Avant que nous, on ne commence à chanter, le Bembea, Bala et ses Baladins, Kaloum Star, et on écoutait, bref, la musique guinéenne. C'est cette musique qui nous a inspirés. Et aujourd'hui, on est incapable d'influencer une petite localité d'un pays étranger. C'est le contraire qui se fait. On n'a plus cette musique où tu entends, c'est-à-dire tu as un temps de pause, tu as une discipline musicale. Toutes les musiques sont cadencées, saccadées. La musique ne respire pas, la musique guinéenne ne respire pas. Cette musique guinéenne d'aujourd'hui ne respire pas. Et ce n'est pas comme ça qu'elle a été conçue. Donc pour vous, les œuvres guinéennes aujourd'hui ne tiennent pas? Les œuvres guinéennes, ce n'est pas toutes les œuvres guinéennes. Il y a des œuvres guinéennes qui sont compétitives. Siatol non. Avec l'expérience extérieure, elle est où aujourd'hui? Sekouba Bambino, elle est où aujourd'hui? Soul Banks, il est où aujourd'hui? Les gars comme Banlieusard et en fait, il faut qu'ils acceptent de se mouler dans une structure, écouter les gens qui les structurent, avoir une vision, rêver et se dire il faut que ma musique soit écoutée en Guinée et à l'extérieur. Et qu'à travers le travail que je fais, que j'interdise, sans dire, j'interdis à les médias, à tous les médias, à toutes les télévisions et tout, de jouer la musique étrangère, qu'à travers leur travail, ils poussent les médias à refuser de diffuser les musiques étrangères, comme ça se fait dans les pays. Tu vas aller dans les autres pays, tu n'entendras jamais une musique guinéenne. Ça se dit en tout cas. J'ai fait plus de 6 ans. C'est sur les lèvres de presque toutes les personnes qui sont sorties de ce pays. Plus de 6 ans, j'ai fait minimum, je vais dire, alors minimum, j'ai fait 1 mois dans une émission qui réveille les gens le matin. Sur 30 chansons, les 27 sont guinéennes.
Tu comprends? Je comprends, oui. Si tout le monde avait la même vision, moi, si tu me demandes aujourd'hui, si j'étais patron de média, je n'allais jamais jouer une musique étrangère pour les faire écouter à la Guinée. Ça contribue à la dépravation. Ça contribuait à la perte de notre identité. Ça contribuait à nouer nos artistes. Ça contribuait à rendre nos artistes paresseux. Parce que si les gars, ils savent que quand ils produisent 10 tonnes de riz, en une semaine, les 10 tonnes de riz vont finir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conquérir d'autres terres, d'autres hectares, pour ne plus s'aimer 20 tonnes, ou non, 5 tonnes pour avoir 10 tonnes. Il va conquérir d'autres terres pour s'aimer 20 tonnes et avoir peut-être 60 000 tonnes ou 80 000 tonnes. Parce que la demande est plus haute que... Les partisans de la mondialisation ne seront pas d'accord en ce moment. D'accord, mais il faut que les partisans de la mondialisation comprennent la différence entre bon, d'accord, je pensais que tu parles de la mondialisation agricole. Mais Joe, on n'a jamais dit à un artiste, produis 10 chansons par année. Libère ton inspiration. Quand tu sais que tu es consommé, tu sortiras. Et encore une fois, tu vois, la majeure partie, le manque de structure fait qu'ils font dans leur majorité du buzz qui n'en vaut pas la peine. Quand tu sors du bon, sors du bon. Le consommateur va te juger. Tu comprends? Les autres, c'est ce qu'ils font. Avant de sortir un album, ils sortent un single. Ils prennent le cœur des mélomanes. Tu comprends? Un matraquage médiatique extraordinaire. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui travaille sur un plan de communication. Tu comprends? Et qui offense, qui fait une offensive vers les médias et qui bouge son artiste. Le gars, tu lui dis, tu as rendez-vous à Alalako FM. Tu as en même temps le rendez-vous dans mon quartier FM et un autre rendez-vous dans Écoute-moi FM. En une heure, il peut te faire toutes ces 3 radios tranquillement parce qu'il sait et il pense au futur que les conséquences de ces interviews vont lui faire dans sa carrière. Il aura forcément un retour, c'est clair. Voilà, ça c'est parole d'un connaisseur. Monsieur Sénégalo, dans cette émission, la grande interview. Alors, on va parler de votre domaine plus particulièrement, l'animation. Pour vous, c'est quoi un animateur parfait ou c'est qui un animateur parfait? Animateur radio. Un animateur radio est différent d'un journaliste. Il faut que les gens le sachent. Un animateur radio est différent d'un animateur culturel. Il faut que les gens le sachent. De la même façon que le jour et la nuit ne sont pas les mêmes, l'animateur culturel et l'animateur radio sont différents. Un animateur culturel, c'est quelqu'un que tu peux retrouver dans un musée, par exemple, ou dans une bibliothèque, par exemple. Il est animateur culturel, littéraire. L'autre est animateur culturel, tout court. Parce que quand tu parles avec lui, celui qui est dans le musée te parlera de statue. Il te parlera de communauté qui utilise cette statue. Il te parlera de coutumes qui étaient propriétaires. Il te parlera de comment cette statue a été utilisée. L'animateur radio ne peut pas. C'est différent. L'animateur littéraire, culturel littéraire, il te dira ce roman est de X. Il est sorti à telle date. Il a été édité par telle maison. OK? Et il t'expliquera l'histoire qui a inspiré l'animateur radio ne peut pas. L'animateur radio, c'est quelqu'un qui a la latitude d'être dans une radio, dans un studio de radio, de jouer la musique et de parler des artistes, de réveiller les souvenirs, de réveiller la mémoire de ses auditeurs. Que quand le gars il est énervé parce qu'il t'écoute, parce qu'il y a des gens comme ça, certains quand ils s'énervent, ils tirent une mèche. Je ne les encourage pas,
Mais s'il pouvait virer vers, quand je m'énerve, il me faut écouter la musique, c'était mieux. Et les paroles que tu mets là-dessus, se calmer et comprendre que la vie est une organisation divine. Tu comprends? Mais tout le monde se fait appeler animateur culturel dans ce pays. Cette même personne qui te dit qu'elle est animateur culturel ne peut pas te faire la différence entre les rythmes de notre pays qui est très riche, musicalement très riche. Il ne peut pas te dire, il ne peut pas écouter une chanson, te dire dans cette chanson, il y a tel instrument. Tu ne peux pas placer un orchestre et lui dire, cite-moi les instruments qui sont là. Il ne connaît pas. Donc, il faut que les gens respectent ce métier. Moi, pour moi, un animateur, c'est quelqu'un qui vient, connaît la musique, connaît la voix, connaît le temps, connaît le tempo, peut dire que cette chanson est inspirée de la version originale qui est signée par tel artiste et situe la cadence quand tu lui demandes. Te dit du Yankadi, du Yoki, du Tupusese, du Zagira, etc., etc. C'est ça, un animateur. D'accord, compris. Alors, vous, dans votre parcours, quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée, mais que vous avez pu, au même moment, surmonter dans votre carrière d'animateur radio? La plus grande difficulté? La plus grande difficulté que j'ai rencontrée, c'était que je me suis retrouvé entre le choix de la famille et du travail. Dieu a fait que je suis marié, j'ai des enfants, j'en ai 3, alhamdoulilah. Mes premiers enfants, mes premiers 2 enfants sont nés la même année. La même année. La première est née le 3 février 2012, 3 février 2012. Le deuxième, le 30 décembre 2012. Je travaillais, je sortais à 4 heures, mes enfants dorment, je reviens vers 22h, 23h, ils dorment. Ok? Donc il est arrivé un moment où je me suis dit, mes enfants risquent de ne pas me connaître. Donc, j'ai pris la décision à un moment de ma vie de démissionner partout où je travaillais. Beaucoup ont pensé que j'étais maudit. J'avais fait mes économies. Et j'ai compris après que quelle que soit la richesse de l'homme, si tes économies ne font que sortir, ça ne rentre pas, tu es riche juste parce que tu es un être patient qui comprend la vie, mais tu n'es pas financièrement riche. Dieu merci, cette étape a été surmontée et c'est l'occasion pour moi de remercier ma femme qui m'a supporté à ces moments très difficiles. Et c'est extraordinaire ce qui est arrivé après. J'ai réussi quand même à me familiariser avec les enfants, les apprendre le Coran. Voilà, les apprendre le Coran, les réviser. Aujourd'hui, tous mes enfants savent lire. Celui qui ne sait pas lire, qui a 3 ans, il parle parfaitement français. Et parce que j'ai créé cet environnement et il a fallu que j'abandonne quelque chose pour avoir cette chose que j'ai eue. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, on est presque à la fin de cette émission-là. Pour vous aujourd'hui, quelle est votre perception aujourd'hui sur ce monde des médias en Guinée, culturel, hein, sites et radio et autres? Je trouve qu'il y a une prise de conscience et que le jeune Guinéen, malgré les conditions dans lesquelles vous et moi et eux tous sommes, a quand même le courage d'entreprendre. Guinée Hit Music, par exemple, je voyais sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas imaginé que c'était toute une charge comme ça que vous avez. Le bâtiment est extraordinaire. Je sais que chaque mois, il y a des finances qui vont saigner.
Mais ça va, vous êtes là, le matériel il est au point, il est au top, il coûte cher. Vous y croyez, vous n'avez pas attendu que l'État vienne vous aider à créer cette structure de communication. Vous l'avez imaginé, vous avez cru et vous y êtes mis là-dessus. Comme vous, il y en a beaucoup. Quand je prends, vous m'excuserez très très fort, quand je prends le cas de Diaka Kamara, une femme, jeune, belle, élancée, instruite, qui ne s'est pas dit je vais m'atteler à rester bras croisés, à soutirer les hommes. Elle se dit ce qu'on peut avoir, je peux l'avoir. À moins que cet homme-là ne soit pas guinéen, on est tous guinéens, ce pays nous appartient tous. Il faut que les jeunes comme vous, comme Diaka, comme d'autres qui se sont investis, chacun dans son domaine de maîtrise, arrête d'attendre l'État. Qu'on arrête de nous asseoir et dire l'État est ceci, l'État est cela. Tu ne peux pas critiquer un État alors que l'État, tu fais partie. Si tu penses que l'État ne fait pas son travail comme ton père ne t'habille pas, trouve-toi un ami, va lui prêter des habits, débrouille-toi à t'habiller pour ne pas marcher nu. Mais j'ai l'impression que les jeunes, la majorité veut marcher nu. Donc pour le peu que je sais, pour répondre à votre question, c'est une jeunesse qui commence à avoir une prise de conscience extraordinaire dans le domaine de l'entrepreneuriat jeune. Et c'est ce qu'il faut encourager. Et ce serait aussi l'occasion pour moi d'interpeller l'État pour que l'État fasse face à ces jeunes qui ont refusé de s'extérioriser, qui ont refusé de fumer la drogue, de se prostituer, de mentir, de lécher les bottes, d'attendre que l'État les satisfasse et qui entreprennent. C'est des jeunes à encourager. Des jeunes comme vous, il faudrait que l'État essaye de voir chaque année ce qu'elle peut faire pour vous parce que vous le méritez. Et que tous les autres jeunes qui nous suivent autant pour moi, je les appelle à vous suivre parce que les pas que vous marquez sont des pas exemplaires. Merci M. Séné. Pour finir, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le micro vous a tout donné? Oui, le micro m'a tout donné. Le micro m'a permis de rencontrer l'être la plus chère de ma vie, ma mère. Je n'ai pas grandi avec ma mère. J'ai grandi avec une mère adoptive qui s'appelle Kadi Kamara. Alhamdoulilah, elle continue encore à vivre et que Dieu lui donne longue vie. Et le micro m'a aidé à avoir mon emploi. Le micro m'a aidé à connaître beaucoup de personnes, parmi lesquelles toi et d'autres qui nous suivent. Le micro m'a ouvert la vie. D'accord, merci. Pour finir, tu vas me faire un petit top 3 de tes artistes préférés. Sans lâcheté aucune. Soulbanks, Banlieusard, Degedji First Street. On va aller avec un clip de Degedji First Street. Valeureux abonnés de Guinée de Musique pour terminer cette émission et on revient. Bienvenue à l'aéroport de Bessia, entrée international de Kalo-Makumbia. Ono Séné, Home Street Home, entre l'âme. Bienvenue à la maison, taxi c'est 4 derrière, sinon y a les Magona. Allo Séné, bienvenue dans ma Guinée, le drapeau est rouge, jaune et vert. Les gens sont accueillants, travailleurs et solidaires. Et si t'es chez toi, côtoie l'odeur de Sumbara, le lac Greco sans petit et Hakobantara. C'est Séné, c'est la fin de cette émission. Ce fut un immense plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Je bénis l'émission. Dieu fasse qu'elle grandisse et qu'elle puisse aller au-delà de tes attentes positives. Merci la famille, c'était tout pour le compte de cette émission. Notre invité était Séné Diallo, un très célèbre animateur radio. Voilà, on se donne rendez-vous très prochainement pour un tout nouveau numéro de votre émission, La Grande Interview. Portez-vous bien où que vous soyez et merci à toute l'équipe de réalisation, principalement à You Asifat. À la prochaine.